Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Communiste en tabarnak. Moi, c'est Vincent. Moi, c'est Gabriel. Et aujourd'hui, on voulait se poser la question des questions sur la division dans l'extrême gauche. Ce qui Oui, suit un peu la raison pour laquelle on se pose cette question-là cette semaine, c'est que Gab, tu as assisté en fait à la conférence internationaliste qui s'est tenue à Paris. oui, Donc, une conférence de plusieurs groupes de gauche. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu de cette conférence? oui, oui. C'est connu sur comme la conférence de Paris et de Milan. Donc, c'est une initiative qui a commencé, je pense, 4 ans après la guerre en Ukraine, où un certain nombre de groupes italiens ont pris l'initiative de se rencontrer à chaque année et discuter un petit peu de leurs perspectives et d'échanger. Depuis, le NPAR s'est rajouté à cette initiative et c'est eux qui organisent cet événement ici à Paris. Hmm. Le NPR, c'est un des groupes de l'extrême gauche en France, un des principaux groupes, hein? Mhm. Ouais. Oui. Et donc cet événement, donc moi, c'est la deuxième fois que j'y participais. Et donc, c'est je pense qu'il y a environ 35 groupes présents euh, dans la pièce. Et je pense une cinquantaine de contributions écrites. Donc, c'est des groupes Hmm. qui viennent d'un peu partout à travers le monde, mais principalement d'Europe, euh, un petit peu d'Amérique latine, quelques groupes d'Asie et quelques groupes qui représentent des internationales qui sont un peu à travers le monde. Mais disons, cet événement, une chose qui souligne, c'est quand même quand tu regardes la pièce avec 35 différents groupes, ça souligne quand même vraiment la division de l'extrême gauche internationale. Mhm. Ouais, ouais. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux nous parler rapidement un peu des différentes tendances qui étaient représentées, très très rapidement ou? Ouais, ouais. Écoute, c'était principalement des groupes issus du trotskisme et c'était Mhm. principalement les groupes qui sont plus du côté pro-Ukraine. OK. Euh, et donc, ouais. Ce qui est un peu frappant, c'est que même si cet événement est ici en France, Euh, il y a- et que la France a plusieurs des courants trotskistes internationaux. Ouais. C'était juste le NPAR qui était représenté au niveau des courants trotskistes français. Donc, Ouais. RP était pas présent, le Parti communiste révolutionnaire n'était pas présent, La lutte les ouvrière, Lambertistes n'étaient pas présents et bien sûr, le Touvéa n'était pas présent. ouais. C'est un peu étrange ça quand Ouais, même. ouais, c'est un peu étrange. Mais rentrons un peu dans le vif du sujet parce qu'on utilise un peu cette conférence comme tremplin. Pourquoi, Gabriel, la gauche est-elle si divisée, si morcelée en Ouais, différents groupes, parfois minuscules, parfois un peu plus gros, mais plein de groupes qui, qui se détestent si souvent, qui se parlent très peu? ouais, ouais. Et qui ont pas capable d'avoir le moindre, tu sais, collaboration ou c'est très difficile, disons, d'avoir Ouais. de la collaboration, même quand c'est évident que c'est nécessaire. Mhm. Et Exact. bon, c'est la question des questions. Euh, je dirais que pour donner une réponse générale, c'est ce qui permet d'unir le mouvement ouvrier, c'est vraiment quand on met de l'avant une politique euh, révolutionnaire qui puisse vraiment euh, indiquer une voie concrète vers l'avant à la classe ouvrière et qui peut vraiment confronter les obstacles politiques auxquels elle est confrontée. Je comprends que c'est très général comme réponse, Ouais. mais c'est quand même si on veut, l'essence du truc. C'est Mais il faut savoir quoi faire. Il faut savoir quoi faire, puis comment avancer et comment rassembler autour d'une perspective, d'un programme clair. ouais. Mais tous les groupes vont dire qu'ils font ça, plus ou moins, non? Exactement, oui. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Ouais. Parce que un des problèmes centraux quand on regarde les différents groupes d'extrême gauche, et un des premiers problèmes, des premiers obstacles tu sais, à l'unité, c'est vraiment que généralement, tous les groupes pensent qu'ils sont les révolutionnaires, qu'ils ont la clé de la politique révolutionnaire, et que tous les autres groupes sont plus ou moins des réformistes ou Ouais. des pseudo-révolutionnaires. Et donc, ce que tu dis là en termes de ta réponse, pourquoi la gauche est divisée, tu sais, tous les groupes vont dire oui, nous on a ce programme, les autres ils l'ont pas. Oui, mais je dirais que déjà de voir les tâches comme la tâche principale des révolutionnaires comme maintenant dans le présent, c'est il faut offrir une perspective pour aller de l'avant
basé sur les conditions actuelles qui existent. Ça, c'est déjà un certain, il y a une certaine différenciation dans l'extrême gauche, où beaucoup de groupes, ils conçoivent leur rôle purement comme, tu sais, dans le futur, quand la classe, quand la lutte de classe sera à un niveau plus élevé, là, tout à coup, leur rôle va apparaître. Tu sais, ils vont devenir pertinents à ce moment-là. Hmm. OK. Donc pour toi, c'est vraiment la question du programme présent, genre d'enraciner son programme dans les conditions actuelles puis de mettre une voie pour aller de l'avant. Là. Mais Ouais. OK. Mais tu sais, il y a plein de groupes qui vont dire faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Qu'est-ce qui fait que dans leur compréhension du monde actuel, ça ne font, sont pas capables d'unifier les différents gros groupements Ouais, révolutionnaires? ouais. Le problème de fond, c'est que, tu sais, je pense on a une citation de Lénine qui, oui, durant la Première Guerre mondiale, où il fait le point que, tu sais, l'unité avec la bourgeoisie, c'est ce qui divise le prolétariat. Et je pense que c'est vraiment un peu l'intuition de fond. Et Hmm. donc chaque groupe révolutionnaire a une orientation, tu sais, des fois plus vers les syndicats, des fois plus vers les milieux tu sais, étudiants, des fois plus les questions internationales. Et Mhm. s'ils font ce travail sans vraiment confronter directement l'influence pro-capitaliste de ces mouvements-là, leur adaptation, si on veut, à ces milieux va causer la division ailleurs. Encore une fois, je sais que c'est très général, mais je pense un exemple très concret, c'est il y a une scission il y a quelques années dans un groupe international, le CWI, Ouais. euh, Le Comité pour une internationale l'international. ouvrière. Bon, merci. Et ce qu'on voyait là, c'est une certaine aile du parti qui voulait vraiment comme se concentrer et qui adaptait sa politique vraiment au milieu du féminisme. Et une autre aile du parti qui était plus intéressée tu sais, à la bureaucratie syndicale, puis de faire du travail au sein de la bureaucratie syndicale. Et donc, tu as une polarisation qui existe au sein de l'organisation et finalement, il y a une scission sur ces lignes-là. Et donc, chacun critiquait l'autre côté en disant qu'ils étaient opportunistes ou tu sais, ou Mhm. qui voulaient pas se battre pour la libération des femmes, etc. Ouais. Mais plutôt que de faire une synthèse tu sais, basée dans les deux cas, s'opposer aux illusions dominantes, tu as une scission basée sur une capitulation, en fait, à chaque milieu. Ouais, Et c'est ouais. un peu un exemple classique. Les deux côtés étaient un peu opportunistes, mais avaient aussi un grain de vérité dans le sens que c'est Exactement. important d'avoir une orientation auprès des milieux, je sais pas, féministes pour la libération des femmes, mais c'est aussi important d'avoir une orientation auprès de la classe ouvrière. Mais dans les deux cas, la fraction Comité pour une internationale ouvrière voulait vraiment s'adapter à la bureaucratie syndicale et l'autre qui est devenu l'alternative socialiste, euh, tu sais, se sont vraiment adaptés au milieu féministe, petits bourgeois libéraux. Donc, ouais. Un Ouais, autre exemple je pense que tu as vraiment raison, ce point niveau théorique, la racine de l'émiettement de l'extrême gauche se situe vraiment dans toujours vouloir faire un compromis avec une aile bourgeoise du mouvement ouvrier. Un autre exemple pour moi, c'est le NPA, le NPR et le NPA. Tu sais. Aujourd'hui en France, il y a deux NPA. Il y a le NPA l'anticapitaliste et le NPA révolutionnaire. Et ces deux groupes-là sont issus d'une scission, puisque le NPA anticapitaliste voulait s'orienter auprès des mélanchonistes et vraiment soutenir la France insoumise, s'intégrer à la France insoumise, alors que le NPA révolutionnaire refusait, ne voulait pas faire ça. Donc c'est encore là la volonté de s'adapter à un parti bourgeois, en fait. Mais ouais, en même temps, le problème de cette scission, c'est elle a pas résolu la question, dans le sens que le NPA, l'anticapitaliste, réagissait à une réalité qu'en France, la LFI est hégémonique dans la gauche, que l'extrême gauche, si elle veut grandir, doit pouvoir engager ce mouvement-là, doit pouvoir avoir une stratégie, en fait, pour polariser ce mouvement, puis pour essayer d'en gagner le gros de ses forces au programme révolutionnaire. Bon, eux, la conclusion qu'ils en ont tirée, c'est qu'il faut juste se liquider là-dedans. Mais le NPA ouais, révolutionnaire était correct dans le sens qu'il faut garder son indépendance de la LFI, mais en même temps, ils ont pas développé une stratégie ou une orientation auprès de la France insoumise, autre que juste
écrire des articles sur comme quoi Mélenchon est pas un marxiste révolutionnaire, ce qui franchement ne fonctionne pas Ouais, vraiment. Hein. non. Exactement, je pense que c'est un exemple classique. T'as un gros problème politique, la LFI. Comment est-ce que l'extrême gauche peut construire son influence face à la position hégémonique de la LFI? C'est vraiment la grosse question qui confronte l'extrême gauche. Mhm. Et tu sais, t'as plusieurs réponses inadéquates à ce problème. Et Ouais. donc, plutôt que d'aller vraiment au fond du problème, puis essayer de trouver vraiment une réponse qui puisse faire une synthèse révolutionnaire, t'as justement une fracture et un morcellement. Mhm. Mhm. Donc c'est toujours une question de. Mais peut-être tu peux développer un peu ce point-là, synthèse révolutionnaire. Genre, ça fait deux, trois fois qu'on Ouais. l'utilise. Genre, Ouais. qu'est-ce qu'on veut dire par là, genre? Ben, je pense que t'as un petit peu touché à la question déjà. C'est que, c'est que souvent dans ces scissions, même dans des scissions où un côté est clairement opportuniste, il y a souvent un grain de vérité. Et Hmm. donc, par exemple, quand on parle du NPA, le fait qu'ils veulent se tourner vers, la LFI, mais il y a quand même tu sais, il y a une raison pourquoi, tu sais, il y a une raison légitime de vouloir vraiment confronter la LFI. Bon, leur réponse est totalement opportuniste et tout, Ouais. mais tu sais, plutôt que une alternative ou l'autre, il faut essayer de joindre les deux euh, avec une perspective qui puisse vraiment amener le mouvement vers l'avant. On Mhm. voit la même chose, par exemple, sur les syndicats. Un autre exemple un peu classique, c'est de certains groupes qui vont vraiment faire du travail dans les syndicats, mais qui vont juste devenir un peu une partie de la bureaucratie syndicale. Ils vont pas vraiment construire une opposition claire à la bureaucratie syndicale. Ils vont juste vraiment se- s'adapter au milieu. Hmm. Mais donc, tu as une réponse classique à ce problème. C'est d'autres qui vont dire le travail dans le syndicat, ça sert à rien. Il faut juste sortir des syndicats, se concentrer sur d'autres milieux ou construire des nouveaux syndicats plus radicaux, etc. Et Hmm. donc, c'est ce genre de morcellement. Et et la base de ce morcellement, c'est vraiment de ne pas être capable de confronter l'obstacle politique qui est la bureaucratie syndicale. Ouais. Donc, si tu n'es pas capable de formuler une stratégie qui peut vraiment faire face à ce problème, tu vas avoir plusieurs réponses non révolutionnaires euh, à ce problème politique. Hmm. C'est l'obstacle central. Être capable de confronter l'obstacle central, je pense que c'est Ouais. vraiment, vraiment clé. Et en fait, bon, je m'y avance un peu, mais quand tu regardes un peu l'histoire du trotskisme après la Deuxième Guerre mondiale, euh, dans le monde en fait, dans le monde colonial et occidental, l'incapacité de confronter vraiment les partis staliniens de masse ou alors les mouvements coloniaux dirigés par des forces nationalistes a vraiment conduit au morcellement de la quatrième internationale, hein, que d'un côté des gens qui s'adaptent au stalinisme et de l'autre des gens qui réagissent à ça avec un peu une stalinophobie, tu sais, qu'on va juste Ouais. leur lancer des roches et on va rester des petits groupes en marge des grands mouvements. Puis les deux côtés ont un grain de vérité, mais arrivent à une réponse fausse de Ouais. manière générale, genre. En tout cas. Et on voit Mhm. ça avec la guerre en Iran actuellement. Donc, tu as Mm. une polarisation extrêmement toxique dans l'extrême gauche, où d'un côté, tu as ceux qui veulent défendre l'Iran contre les Américains et le sionisme, les Mhm. sionistes. OK, c'est totalement légitime, mais ils font en, en prenant la position que ça veut dire qu'on ne peut pas critiquer aucunement le régime en Iran. Mhm. Et Le... de l'autre côté, tu as ceux qui disent le régime en Iran est réactionnaire et donc on ne peut pas prendre un côté avec l'Iran contre les États-Unis. Il faut, tu sais, ils sont plus ou moins au même niveau, les Américains puis Mm. et le régime en Iran. Et donc c'est une réponse totalement stérile, mais aussi ça crée des polarisations extrêmement toxiques. Tu sais, d'un côté, on s'accuse de capituler à la République islamique, de l'autre côté, on accuse les autres de capituler au sionisme et à l'impérialisme. Il y a du vrai dans les deux, franchement. Euh, et ce qui est nécessaire, c'est vraiment, justement, encore une fois, une synthèse révolutionnaire. Tu sais, Mm. de gagner les plus conscients de chaque aile, si on veut, du problème et de mener de l'avant une politique qui puisse maintenir l'indépendance comme une stratégie pour la classe ouvrière. Il ne va pas simplement appuyer des mouvements comme dirigés par la République islamique.
mais en même temps prendre une position dure contre l'impérialisme. Mhm. Ouais. J'ai l'impression comme tu mentionnais au début de ton intervention, un des problèmes à l'unité, c'est toujours une espèce de conservatisme organisationnel qui se crée au fil des années, où tu as des scissions qui sont généralement pas très bonnes ou pas très claires, et vraiment les deux côtés se consolident dans une position de on est les révolutionnaires, notre côté est pourri, et puis notre tâche, c'est juste Ouais, de les confronter. Et puis ça crée. Et donc, tu arrives aujourd'hui, des décennies plus tard, souvent les divisions d'organisation dans l'extrême gauche n'ont plus tellement rapport avec les grosses questions politiques actuelles aujourd'hui. C'est des divisions souvent qui restent par inertie, par héritage, qu'on comprend pas souvent ou qu'on ne regarde pas aussi avec un œil critique euh, 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 aujourd'hui. Puis ça, tu sais, ça crée vraiment un obstacle à chercher l'unité. Euh, Mais tu sais, donc on parle de cette. Ouais, vas-y. ouais, si je peux te poser une question. Ouais. Parce que beaucoup dans l'extrême gauche, ils vont expliquer la division de la gauche par les pratiques organisationnelles d'une autre organisation. Par Mhm. exemple, lutte ouvrière, tu sais, sont totalement sectaires. Ou même c'est quelque chose que j'entends souvent par rapport à RP, euh, que bon, RP, leurs pratiques organisationnelles sont vraiment mauvaises, comment est-ce tu sais, qu'ils s'adressent à d'autres groupes. Comment est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que c'est ça vraiment le problème fondamental? Mhm. Les pratiques organisationnelles des groupes viennent toujours de leur politique, de leur conception politique. C'est vraiment important à comprendre parce que dans la gauche, on rentre dans des débats organisationnels toujours très rapidement. La politique définit l'organisationnel. La raison pour laquelle LO est assez stérile parfois et dure, c'est parce qu'ils ont une politique fondamentalement qui est caractérisée par le fait que l'époque est réactionnaire et il n'y a pas grand-chose que les révolutionnaires peuvent faire aujourd'hui, outre que maintenir la bannière communiste haut dans l'espoir d'une nouvelle époque. Tu sais. Euh, ou alors les pratiques organisationnelles découlent du fait que il y a une compréhension dans le groupe qu'on est les seuls révolutionnaires, tous les autres sont pourris. Alors c'est pour ça que tu adoptes une approche assez stérile, assez dure contre les autres Ouais. groupes. Parce que la seule manière que tu peux maintenir cette genre d'illusion-là, c'est en traçant des lignes vraiment dures contre les autres groupes, en délimitant vraiment durement contre les autres groupes. Et puis c'est comme ça que tu peux entretenir ce genre de choses. Alors que souvent, si tu t'assois avec des militants de ces autres groupes-là, tu vas réaliser en fait que oui, on Ouais. a peut-être des différences, mais en fait, on a aussi plein de choses en commun, tu sais, ou au moins discuter ensemble si c'est mutuellement bénéfique. Là. Tu peux vraiment apprendre en discutant avec des militants de Ouais. d'autres organisations. Euh, Mhm. ouais. Mais c'est un problème dans l'extrême gauche. Tout est toujours vu comme un jeu à somme nulle. C'est si un autre groupe construit son influence un petit peu, c'est directement vu comme ça se produit directement au détriment de sa propre organisation. Ouais. Qui est en fait vraiment une vue vraiment fausse de la construction d'un mouvement révolutionnaire parce que c'est un mouvement. Et donc, si le mouvement dans son ensemble progresse, ben l'aile révolutionnaire du mouvement devrait aussi progresser en fonction. Mhm. Euh, de l'autre côté, si tu as, des, tu sais, des organisations importantes de l'extrême gauche qui font juste tu sais, totalement se dissoudre ou d'éclater en crise, sans une clarification politique, ça marque vraiment un recul pour le mouvement dans son entier. Mhm. Une question pour toi, parce que nous, bon, on est militants de la Ligue communiste internationale, on est de la tendance spartaciste, puis on était un peu peu l'organisation classique dans ce sens-là, tu sais, qu'on est les révolutionnaires, Ouais, tous les autres, c'est des réformistes, c'est très sectaire. Et puis, tu sais, maintenant, souvent, les gens nous approchent en disant, ah ouais, vous êtes plus cool aujourd'hui, vous êtes plus ouais, gentil. Qu'est-ce qui a changé politiquement dans notre compréhension? Parce que c'est pas juste qu'on est devenu ouais, plus gentil, tu sais, c'est pas ouais, ça le changement fondant. Qu'est-ce qui a ouais. changé dans notre Ouais, approche? c'est drôle parce que souvent c'est ça la première remarque qu'on a, c'est l'attitude a changé. Mais c'est Ouais. pas l'attitude a seulement changé à cause que la politique a changé. Mhm. Et la politique qui a changé, c'est déjà ça commence par la compréhension que on essaye d'influencer la lutte de classe. Donc ça semble comme un point de base, mais franchement notre ancienne position c'était plus ou moins explicite que à l'époque actuelle, comme c'est une époque qui est réactionnaire,
on peut seulement recruter quelques individus et quand la lutte de classe va reprendre, là, ça y est, on va sortir de nos trous puis on va être prêt, tu sais. Ouais. Bon, donc c'est un point c'est vraiment un point de base. Mais ça, on a compris ça. Puis mais en essayant d'intervenir sérieusement et d'essayer d'offrir une voie vers l'avant pour les révolutionnaires, tu te confrontes à des problèmes. Et on a essayé de chercher à donner des réponses à ces problèmes. Un des gros problèmes auxquels on a fait face, c'est de vraiment comprendre c'est quoi les tâches des révolutionnaires dans l'époque actuelle. Et pour nous, ça a été vraiment un gros déclic, c'est de comprendre que dans toute la période post-soviétique, la tâche principale, c'était de lutter contre l'impérialisme américain, qui était vraiment la force hégémonique à travers la Terre. Et que, euh, et que l'idéologie dominante durant cette époque, c'était le libéralisme, qui était l'idéologie officielle de l'Empire américain. Et ça nous a un peu frappé, comme personne dans l'extrême gauche s'est vraiment fixé ça comme tâche principale pour l'époque. Et on pense que ça, Hmm. c'est un énorme problème qui a vraiment désorienté la gauche au niveau de ses tâches. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors qu'il y a plein de chocs énormes dans la situation qu'on voit tous les jours aux nouvelles, on se retrouve dans une position aussi faible parce qu'on n'a pas fait un travail de préparation qui était, euh, qui était, euh, qui était à la mesure des tâches. Hmm. Hmm. Ouais, je pense que ça, c'est clé, la question de l'impérialisme américain, puis de l'Empire américain, comme vraiment... Tu sais, au final, ça sonne un peu évident, comme tout le monde est dans la gauche et contre l'impérialisme américain, évidemment, genre. Mais c'est une chose de dire ça en général, puis c'est une autre vraiment d'organiser tout ton travail puis ta conception du monde autour de ce point, et puis comment c'est vraiment clé pour les révolutionnaires de formuler une politique qui soit vraiment en opposition à ça. Et puis je pense que ce qui a désarmé beaucoup de révolutionnaires, c'était justement que l'impérialisme américain, après la chute de l'Union soviétique, s'est pas présenté comme étant fasciste, réactionnaire, droitier, mais en fait, c'est présenté comme étant libéral, droits humains, commerce libre, etc., même féministe, soi-disant antiraciste des Ouais, fois même. Puis ça a vraiment désarmé beaucoup de ouais. marxistes, en fait, qui sont... Ouais. Puis Le... Vincent, est-ce que c'est nous qui avons toute la solution à tous les problèmes? Non, je dirais pas ça. Non, non, absolument pas. Tu sais, on n'a pas les solutions à tout. Nous, on veut discuter avec d'autres groupes. Par contre, on pense quand même, tu sais, nous, on veut pas juste discuter pour discuter. On pense quand même que notre crise, notre réorientation politique, comment on est passé d'une organisation qui était assez stérile, assez sectaire, à une organisation aujourd'hui qui cherche à influencer la lutte de classe puis à adapter le marxisme pour la période actuelle, je pense quand même peut enseigner deux ou trois choses au reste de l'extrême gauche puis au reste d'organisations d'extrême gauche qui souvent sont elles aussi un petit peu figées dans le temps, sont adaptées à des pratiques puis des périodes qui sont un peu dépassées, et puis qui nécessitent eux aussi une réorientation politique. Donc, en fait, ce qu'on fait depuis plusieurs années, c'est de... tu sais, on a eu une énorme réorientation politique à l'interne, mais maintenant, on lutte un peu dans l'extrême gauche pour étendre un peu les leçons de cette réorientation-là ailleurs. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a toutes les réponses? Absolument pas. Mais je pense qu'on peut quand même amener un certain nombre de points fondamentaux, de réponses clés aux questions pourquoi l'extrême gauche est si divisée puis est si faible, puis un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour se sortir Ouais. de ce trou-là. Là. Ouais, Euh, comment est-ce qu'on conçoit notre tâche comme une petite organisation? C'est vraiment d'essayer d'aider à la clarification politique du mouvement dans son ensemble. Et pas ouais, seulement tu sais, pas uniquement de grandir nos propres forces militantes par tu sais, le recrutement individuel. Évidemment, on peut ouais, recruter des gens, mais tu sais, on voit une tâche un peu plus large. ouais. Ça, c'est un truc en fait qu'on voit aussi dans l'extrême gauche. Beaucoup de gens qui, face à la crise un peu de l'extrême gauche marxiste, essaient de trouver une recette un peu dans leur coin, puis essaient de recruter, un peu de contourner l'extrême gauche existante, recruter le plus possible de gens à leur propre position, puis d'essayer de s'établir un peu comme ça, comme la force hégémonique dans l'extrême gauche. Ouais, Je pense par exemple au Parti communiste révolutionnaire et puis à cette tendance-là qui, pour eux, focus vraiment sur le recrutement étudiant notamment, et puis qui cherche vraiment qui ignore plus ou moins le reste de l'extrême gauche le plus souvent. Ou Révolution permanente est un petit peu comme ça aussi. Que mais il n'y a pas vraiment l'extrême gauche est en crise, puis tu peux pas juste ignorer cette crise-là en essayant
de recruter puis de dépasser les différentes organisations. Tu sais, tout le monde a toujours cherché à faire ça, ça marche jamais. Genre, il faut avoir quand même une perspective dirigée aux organisations existantes, dirigée aux militants existants, puis qui puisse permettre ouais, de rompre avec les mauvaises méthodes puis la mauvaise politique qui caractérise chaque organisation, de prendre ce qui est bon dans chaque organisation, de faire cette synthèse-là. Sinon, tu vas juste répéter les mêmes erreurs. Oui, je pense que beaucoup de groupes regardent l'état actuel de l'extrême gauche. Tu sais, et je pense franchement ce meeting des forces internationalistes à Paris était vraiment un reflet de la crise de l'extrême gauche. C'est 35 groupes, la plupart des délégués assez âgés, tu sais, des disputes souvent pas super intéressantes. Malgré tout, je pense que l'événement est positif, mais tu sais, tu vois qu'il y a vraiment une certaine stérilité dans les organisations existantes de l'extrême gauche. Il y a vraiment un besoin de renouveau. Et Hmm. donc, beaucoup tirent la conclusion, qui est compréhensible, que, écoute, on ne devrait pas perdre notre temps avec les autres organisations de l'extrême gauche. On devrait juste tu sais, construire nos propres forces, recruter nos propres militants, etc. Mais il y a un problème avec cette vue parce que ce qui est pas compris, c'est que cette division de l'extrême gauche, c'est pas juste tu sais, les autres organisations qui sont pourries ou qui ont tu sais, les mauvaises pratiques, mais vraiment, c'est des problèmes politiques. C'est vraiment des problèmes politiques au cœur de ce morcellement. Et il faut répondre à ces problèmes politiques. Et donc, juste Hmm. construire ses propres forces sans se confronter justement aux autres et confronter vraiment aux problèmes politiques qui divisent la gauche, c'est vraiment essayer de juste contourner le problème et ça va revenir. Si tu n'offres pas une réponse politique au problème de la division, mais tu fais juste répéter, les mêmes erreurs vont être répétées encore et encore. Hmm. Ouais, exactement. Le, on parle beaucoup d'unité, et puis de mauvaise scission ou de scission pas claire, mais en même temps, nous, notre conception, c'est pas juste d'unir tout le monde, puis d'éviter totalement à chaque fois les scissions, les divisions. Tu sais, dans le mouvement révolutionnaire, en fait, il y a eu beaucoup de mauvaises scissions, mais il y a aussi eu des scissions qui étaient correctes un peu. Donc, peut-être, est-ce que tu peux me Ouais, essentiel même. parler un peu sur ça, ouais? Ouais. Mais en fait, notre perspective de clarification et de regroupement dans le mouvement ouvrier s'accompagne d'une perspective de, tu sais, nous, on veut tracer une ligne à la bonne place. On veut Hmm. que ce soit très clair pour qui que ce soit qui s'intéresse à la gauche et à l'extrême gauche, qu'ils aient un choix très clair entre réforme et révolution. Et qu'on ne doit pas retourner dans des livres sur quelle était la position de ce groupe il y a 25 ans pour comprendre, OK, dans quelle organisation je veux être. Et, euh, et donc, parce il y a une base pour une division dans le mouvement ouvrier. Tu as toute une aile, et en fait, la majorité du mouvement ouvrier qui appuie l'ordre bourgeois. Ouais. Et donc il y a besoin d'avoir une scission claire entre l'aile révolutionnaire et l'aile réformiste du mouvement ouvrier. Mais il faut que ce soit Mhm. sur une base claire, Ouais. où on peut aller devant la classe ouvrière et clairement expliquer, voici ce qui nous divise, voici, voici les raisons pourquoi on n'est pas ensemble avec ces autres gauchistes, et Mhm. que ce soit tu sais, des réponses qui sont compréhensibles. Mhm. Ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas aller à la classe ouvrière et expliquer vraiment clairement pourquoi les 1000 différents petits groupes sont divisés. Tu sais. Il y a des gens qui pensent que, Ouais. ah oui, on a des divisions politiques, regarde sur telle ou telle position, mais ça fait pas de sens, en fait, pour la classe ouvrière en général, Non, ces divisions-là. c'est pas sérieux, en fait. Ouais, C'est pas ouais, sérieux. ouais, Ça présente l'extrême gauche comme une force qui n'est pas sérieuse, ouais, parce qu'elle se divise à la moindre différence. Elle n'est ouais. pas Qu'elle capable est de prête. s'unir autour d'un but clair. Ouais. Et je pense que c'est ça le but clair qui manque un peu à l'extrême gauche, une compréhension générale du monde qui est cohérente et claire, et des tâches un peu dans chaque pays qui soient cohérents et clairs, puis tout le temps dirigées Ouais, contre la bourgeoisie, notamment américaine, mais aussi les petites bourgeoisies impérialistes que tu as, mettons, en France, en Angleterre, etc. ouais. Ouais. Est-ce que tu as d'autres... Écoute, il y a un million d'autres points qu'on pourrait faire sur cette question, c'est énorme. On s'en va dans quelques jours, on va aller à la fête de lutte ouvrière. On va y être tous les deux. On aura l'occasion de se frotter un peu plus à plusieurs de ces groupes-là. Donc, c'est sûr qu'on va revenir sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a un autre point que tu veux faire immédiatement? Ouais, peut-être juste un petit commentaire encore sur le meeting des forces Hmm. internationalistes.
J'encouragerais en fait les militants de d'autres groupes politiques qui ne sont pas allés cette année à participer l'année prochaine. Écoute, c'est pas l'événement le plus, tu sais, le plus le fun, disons. Si on compare à la fête de lutte ouvrière, mais Ouais, donc, tu sais, il y a beaucoup de discours et ça peut être un peu, tu sais, un peu abstrait, stérile. Mais c'est important quand même de faire ce travail un peu laborieux d'engager avec d'autres, de débattre et ça prend du temps. C'est pas nécessairement le travail le plus, tu sais, glorieux, mais c'est vraiment important. C'est aussi important de faire des liens, d'apprendre à connaître, d'autres militants qui ont une expérience différente, qui viennent d'autres pays ouais, et donc j'encouragerais vraiment d'autres organisations à participer à cette initiative malgré leurs différences qu'ils peuvent avoir avec la conception de l'événement et des diverses organisations qui sont présentes. ouais. C'est quand même fou qu'en France, ce qu'il faudrait, c'est au moins au niveau de la France, puis en fait, c'est dans chaque pays, c'est qu'il y ait un genre de forum qui puisse comme ça, qui puisse regrouper les principales organisations. Genre, c'est fou quand même que 35 organisations, surtout de l'extérieur, mais t'as pas les principaux groupes en France, là. Ouais, C'est quand même étrange, là. ouais. Ouais. Et ce qui explique encore beaucoup pourquoi un militant va être dans telle ou telle organisation, souvent c'est une question de hasard. Tu sais. Hum, Quel militant ils ont rencontré en premier et hum. dans quelle ville ils sont présents. Ouais, 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 en effet, en effet. Cool. Ben écoute, on reviendra certainement sur ce sujet. Oui, Suivez notre chaîne. On va poster plus de contenu. Comme je disais, on va être à la fête de lutte ouvrière. J'espère pouvoir poster certains trucs. On espère pouvoir poster certains trucs de cet événement. Euh, et puis voilà, ouais, suivez-nous, écrivez nos commentaires. OK. Donc, je te dis au revoir. Salut. Salut. Bye.